Hey, salut, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu quelqu'un qu'on devrait définitivement entendre plus souvent parler sur les podcasts québécois et j'ai nommé Patrick Gagnon. Je connais Pat depuis un bon moment parce que c'était un des bras droits à Charles Poliquin et on était souvent en contact avec Pat pour réserver des spots dans les formations à Charles lorsqu'il venait au Québec. Puis j'ai toujours continué à suivre Patrick parce il donne vraiment de la bonne information de qualité. C'est quelqu'un qui a un bagage de connaissances immense. Et dans le podcast de cette semaine, on parle de les cytokines parce que Pat vient tout juste de lancer une formation à la carte avec Institut AAT sur les cytokines. Et c'est le sujet qu'on parle aujourd'hui dans le podcast. C'est un domaine qui est en pleine émergence. On n'en connaît pas beaucoup encore aujourd'hui, mais ça va continuer à évoluer beaucoup dans les prochaines années et on jase de ça avec Pat. On parle aussi de plein d'autres sujets comme comment intégrer les coachs davantage dans le système de santé au Québec, comment améliorer la santé des gens avec l'activité physique. Et c'est un podcast qui dure assez longtemps, là. Je pense qu'on a fait 1h37 d'enregistrement, donc je ne prendrai pas plus de temps dans l'intro. Je te laisse tout de suite avec la discussion que j'ai eue avec Patrick. Je te souhaite une bonne écoute. Ready to go? Ready to go, rock and roll. On va y aller comme ça. Pour commencer, Pat, merci de prendre le temps pour être sur le podcast. Ça fait longtemps que je veux t'avoir. Je suis content de parler avec toi aujourd'hui. En fait, toi, Pat, ça fait quand même longtemps que je te connais, d'où ton lien avec Charles Poliquin. Puis après ça, avec toute l'information que tu partages sur les réseaux sociaux, tu as toujours été une bonne source d'information pour moi. Fait que c'est pour ça que je trouve ça le fun de t'avoir. Parce que je pense que le sujet qu'on va parler aujourd'hui, je vais en apprendre beaucoup parce que je ne connais rien dans ça. Les gens aussi vont en apprendre, là. Fait qu'on glissera un petit peu plus dans le vif du sujet un petit peu plus tard. Mais si tu peux te présenter aux gens, Pat, qui est Pat Gagnon? Comment tu as commencé dans le monde de l'entraînement? Puis d'où vient ton intérêt pour ça? Ouais. Écoute, c'est une question que je me pose moi avec. Qui on est, où on va, c'est toujours la question de toute une vie, mais pour le petit côté historique, je m'appelle Patrick Gagnon. Je suis bachelier en kinésiologie depuis 2003. J'ai OK. fait le DESS en exercice thérapeutique aussi à l'Université de Sherbrooke. Mais pourquoi les gens me connaissent un peu, en tout cas plus les coachs probablement, là, Mm. c'est que j'ai commencé très tôt à fournir de l'information sur le web. Fait que je pense avoir été un des premiers au Québec à le faire, en fait. Ah ouais. J'ai OK. contribué, j'ai commencé comme contributeur pour un site qui existait déjà, qui s'appelait Vincomorph Magazine, qui a été lancé par un de mes amis qui s'appelait Simon Lacouline. Puis par la suite, j'ai repris ce site-là quand Simon a voulu passer la main puis l'a laissé tomber. Donc, il me l'a vendu. Puis pour payer ça, j'ai organisé des formations qui étaient probablement une des premières grosses formations euh, faites par un individu. Tu sais, il y en avait déjà par des corporations et tout ça, mais en 2007, j'ai fait 2 jours de formation avec des personnes assez importantes. Là, tu sais, écoute, Charles Poliquin, pour ne pas le nommer, ça a été Ouais. là. Fait que j'aime toujours dire que j'ai commencé notre relation en lui donnant un job. Et c'est vrai. Ah ouais. Je Ouais, ne savais pas absolument. ça. OK. Charles Poliquin, Christian Thibodeau, que tu connais déjà. Ouais. Il y a Denis Pedneau de l'Université de Montréal. Il y a OK. aussi Michel Portman, Pierre Roy, qui est une ressource absolument fabuleuse. Tu sais, Mhm. pour ceux qui ne le connaissent pas, Pierre Roy, c'est un des mentors de Charles Poliquin. Il a préparé un médaillé d'argent aux Jeux olympiques de 76, je crois, en Mhm. haltérophilie. C'est une bombe. Là, tu sais, ce gars-là, c'est une bible. Mhm. Il dissèque la périodisation dans son sport comme je n'ai jamais vu. Ouais, Pierre Roy, c'est une légende, là. C'est fou. Ça, exactement. Tu Ouais. sais, puis la journée en anglais, parce que j'avais 2 jours, une journée en français, une journée en anglais. Euh, Puis en anglais, j'avais des gens comme, à l'époque, qui étaient plus
plus actifs dans le milieu, là, mais Eric Cressy, Mike Robertson, encore une fois, Charles et Christian. Donc, tu sais, ça a été un gros coup de lancement pour mon entrée en possession de Vinkomov. Puis après ça, ben, j'avais bien réussi ce coup-là. Si tu veux, c'était bien organisé. On avait fait beaucoup de travail. Mais toi, Pat, tu organisais l'événement, c'est Ouais. ça? Tu avais tous les présentateurs, là, comme Charles, Christian, tout ça, qui venaient présenter deux Booké jours. la OK. place, vendu l'étiquette, fait la OK. promo, absolument. Ouais. Tu sais, des fois, quand tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, c'est là que tu réussis les meilleures affaires parce que tu es inconscient de tout ce que ça demande comme effort. Je te Ça file. avait bien impressionné Charles et Christian. OK. Par la suite, ben, j'ai continué à organiser des formations au Québec avec Charles. Mm. Donc, c'est ça qui a établi, si tu veux, le socle de notre relation. Mm. Puis éventuellement, ben là, j'ai eu plusieurs jobs entre-temps. Puis éventuellement, à un moment donné, il y a eu un coup de fil pour que je travaille avec lui pour String Sensei. C'est là que j'ai Mm. été en charge de plusieurs affaires. Il m'a décrit comme le gars qui ferait à peu près tout dans la compagnie, y compris mopper le plancher. Puis c'est à peu près ça. J'ai mis Ouais. le chapeau éventuellement, là, Ouais. parce qu'il fallait que ça se fasse. C'est une petite compagnie. La Uh-huh. première année qu'on a travaillé ensemble, lui et moi, il a fait autant de séminaires personnels que quand il était avec son ancienne compagnie. Donc, Ah ouais. ouais, OK, quand. ça a été assez intense. OK, ouais. Ben, moi, en fait, c'est par là beaucoup que je t'ai connu, là, parce que toutes les fois qu'il y avait des formations avec Charles et tout ça, ben, souvent les gars du Québec prenaient contact avec toi, puis on était capable de. Ouais. La dernière fois au Colorado, quand on est allé voir Charles, c'est toi qui nous avais organisé ça, là, quand on était à monter une coupe de gars du Québec. Là, fait que, Ce qui est drôle, c'est que même quand j'étais pas impliqué, le monde me contactait, puis là, c'est j'ai ça. fait diriger. Ouais. Euh, En tout cas, puis c'est quoi les. As-tu des leçons que tu retiens d'avoir côtoyé tu sais, Charles pendant plusieurs années? C'est quoi les leçons que tu retiens de ce gars-là là, qui a comme été qui a influencé et crime le monde de l'entraînement? C'est un des plus grands influenceurs du monde de l'entraînement. C'est quoi les leçons que tu retiens d'avoir travaillé avec Charles? Euh, Il y en a plein, Étrangement, probablement. les leçons du monde de l'entraînement, il y en a énormément. Je veux dire, son matériel, c'est encore le meilleur matériel d'apprentissage pour savoir comment entraîner. Tu sais, pour les entraîneurs débutants, intermédiaires, même avancés. Évidemment, avancés, comme il n'est plus là présentement avec nous, malheureusement, Mhm. la valeur est moindre parce que c'était son expérience personnelle qui rendait ça vivant. Mhm. Mais ce matériel-là est absolument intouchable dans le monde de l'entraînement. Mhm. Ce que j'ai appris personnellement le plus, c'est les valeurs sur comment être une bonne personne. Mhm. Ça, le monde n'associe pas Charles avec ça, parce que tout le monde voyait le gars caractériel, le gars assez prompt et vif. Puis Dieu seul sait que des fois, il y avait des commentaires assez acerbes Ouais. aussi. Mais c'était quelqu'un qui était d'une fidélité et d'une loyauté absolument à toute épreuve. Ouais. Et c'était avec son entourage proche, là, Ouais. il était très, très, très généreux, d'une très grande humanité aussi. C'est un personnage qui se donnait aussi un peu tu sais, en formation, tout ça, les jokes, toutes les petites pointes. Là, Absolument. tu sais, au final, moi, je ne le connaissais pas personnellement tant que ça, là, mais tous les gens qui sont proches de lui m'ont dit que tu sais, c'était comme justement les valeurs que tu décris, tout ça. Là, fait que... Ouais. Ah, OK. Fait que, C'est vraiment modelé aussi après ça, puis se tenir debout par soi-même. Tu sais, il y a beaucoup de valeurs de. Tu sais que, je ne sais pas si tu connais Jordan Peterson, ouais. ses valeurs. Tu sais, de dire, regarde, oui, des fois, tu peux rencontrer des bonnes personnes qui vont te donner un coup de main, là, mais c'est à toi de développer la force personnelle pour aboutir puis arriver là où tu veux être dans la vie. Puis il n'y a personne que je connais qui l'incarnait mieux que Charles Poliquin. Mm-hmm. Ça a vraiment été un exemple absolument magnifique pour ça. Puis je pense qu'il y aurait eu beaucoup à apporter au monde si les gens avaient connu cet aspect-là de lui. Mais c'est plus quelque chose qui était en privé, si tu veux. Ouais, c'est ça, il gardait ça plus en privé. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai, là, je suis 100% d'accord avec ça. Puis après ça, ben là, avec Charles, là, Charles est malheureusement plus avec nous aujourd'hui, là, depuis Ouais. plus de 3 ans déjà. Tabarouette que ça va vite. Ça passe vite. Ça, c'est terrible. Ah, Puis là, depuis peu, tu fournis encore de l'information. Là, tu t'es associé avec Mathieu, avec l'Institut AAT. Puis là, dernièrement, vous avez sorti des formations à la carte. AAT ont sorti des formations à la carte. Puis là,
parmi les présentateurs, bon, ben, tu as Mike Chagnon qui parlait d'entraînement, tu as Mathieu qui donne la même information que d'habitude. Puis ben là, Pat s'est joint à l'équipe. Puis justement, c'est de ça que je veux parler avec toi, ton sujet pour la première formation à la carte, qui est quand même très poussé, très avancé, là, mais on va essayer de garder ça simple aujourd'hui avec les gens qui nous écoutent, parce qu'il y a des coachs qui nous écoutent, mais il y a aussi monsieur, madame, tout le monde qui veulent juste être en bonne santé. Les cytokines, tout ça, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui ensemble. Ah oui, hein? On va essayer de garder ça, de ratisser. C'est ça, aller large en sens que on pourrait en parler pendant des heures, puis on pourrait rentrer dans des points assez techniques ensemble, là. Mais, c'est quelque chose qui est de sa nature assez technique, mais il y a des belles choses à retirer de tout ça pour monsieur, madame, tout le monde, qu'on peut vulgariser. Mais je suis bien heureux de collaborer avec l'Institut AAT. Regarde, c'est la deuxième fois que ça arrive. La première fois, c'était là 4 ou 5 ans quand Mathieu lançait ça. C'était avec un Meet the Expert, c'était une question-réponse. Ah, oui, J'étais sur c'est le vrai. panel avec d'autres personnes. Il y avait Vincent, il y avait Francine Savard. Il n'y a pas Nicolas Desjardins aussi, je pense. Peut-être, oui, je Ouais. pense. Ouais. Fait que, tu sais, Mm-hmm. il y avait quand même pas mal de monde. Puis Mm. ça, c'était la première fois. Puis Mathieu, c'est un bon ami personnel aussi. Tu sais, fait qu'il faut pas faut faire attention de diviser travail et amitié. Là. Fait que c'est pour ça qu'on a moins collaboré, mais là, on dit, regarde, on va faire quelque chose. Là. Puis j'y ai parlé de quelque chose. Puis c'est rare que Mathieu apprend de moi dans le domaine de la biochimie. Ouais. Moi, en anatomie puis en biomécanique, je peux en apprendre à pas mal de monde. Ouais. Mathieu, ça ne l'intéresse pas pantoute. Mais quand on parle de biochimie, puis de biologie, puis de santé, puis que là, tu vois qu'il commence à écouter, tu dis, oh, on tient un filon. Ouais, c'est ça. Ouais. Et oui, mais... En gros, c'est un milieu émergent, en fait, dans la médecine aussi, pas juste dans l'entraînement. En fait, dans l'entraînement, c'est totalement mineur, si tu veux. C'est que les cytokines, c'est plusieurs molécules qui sont produites par un paquet de tissus dans ton corps. Autrement dit, on pensait avant là, que tu as des hormones, c'est produit par des glandes, puis ça s'arrête là. Là, on a vu, oh, il y a d'autres molécules qui ne sont pas des hormones, puis qui sont produites par des tissus qui ont d'autres fonctions qu'être des glandes. Et certaines molécules sont produites par plusieurs tissus en même temps. Donc, dépendamment de par quel tissu ils sont produits, on leur donne un nom, mais c'est juste un chapeau que ces molécules-là mettent bien souvent. Par exemple, le meilleur exemple, c'est l'interleukine 6. L'interleukine 6 qui est surtout connu pour la recherche anti-cancer, tout ça, qui est relié beaucoup à l'inflammation dans le corps. Ben, c'est un cytokine, puis en fait, c'est le cytokine de base qui a été le premier découvert, puis généralement produit par le système immunitaire. Donc, si tu es en santé, si ça va bien, si tu n'es pas inflammé, tu as un faible taux d'interleukine 6 qui circule dans le corps. Et c'est une cytokine. Par contre, elle peut aussi devenir une myokine quand elle est produite par le tissu musculaire. Donc, myokine, kin, ça veut dire petite molécule biologique, puis myo, ça vient de muscle. Donc, le muscle est un organe endocrinien. Pas un organe hormonal, mais endocrinien dans le sens qu'il produit des molécules messagères qui vont circuler dans le corps. Et il en produit un méchant paquet. On vient de parler d'interleukine, mais il y en a énormément. Et c'est intéressant de voir que ce n'est pas juste une question de quand la molécule est produite, c'est de voir où elle est produite, comment elle est produite. Parce que quand on s'entraîne, on dit hey, l'entraînement a un effet anti-inflammatoire sur le corps. Et c'est vrai. Mais c'est parce que tu dis ouais, mais attends, c'est anti-inflammatoire, mais ça produit la cytokine qui est la molécule inflammatoire principale. Pourquoi? Parce que ça produit un pic d'interleukine tellement élevé que le corps, par réflexe, pour se protéger, va diminuer la quantité de ses récepteurs à l'interleukine. Donc, peu importe le niveau d'interleukine que tu as, il y a moins de réactions d'inflammation qui se produit à cause de l'exercice. Donc, c'est comme une réaction pour se protéger, ce qu'on appelle l'hormèse. OK. C'est assez impressionnant, puis il y a beaucoup de choses qui sont reliées à ça, puis t'es là, puis wow, OK, c'est impressionnant. Ouais. Mais, fait, dans le fond, c'est ça. Fait, si je résume, l'interleukine 6, bon, c'est quelqu'un qui est en santé puis qui a comme des bonnes habitudes de vie, tout ça, va avoir des faibles niveaux, des modérés faibles, un niveau sain, si on veut, d'interleukine 6. Si
il a une maladie, une infection, quelque chose de plus sévère pour sa santé qui nécessite une blessure grave, là, à ce moment-là, le système immunitaire va augmenter la production d'interleukine 6. OK. Si quelqu'un est trop gras aussi, le tissu, c'est aussi un adipokine, l'interleukine 6. Donc, OK. adipokine, c'est les molécules messagères qui sont produites par le tissu graisseux. C'est ça. Donc, quand on dit avoir un surplus de gras, c'est avoir une condition inflammatoire, c'est ça. C'est la production d'interleukine 6. OK. Le monde cherche toujours du côté de la protéine C réactive, tout ça, puis sinon, c'est une mauvaise piste. Vous êtes dans le champ, les amis. Ah ouais. OK. Puis Puis bon, fait que ça, les gens qui veulent comme des trucs que les gens pourraient avoir pour avoir un bon niveau d'interleukine 6, pas trop être en processus inflammatoire et tout ça, bon, ben, ça va être de faire de l'activité physique, c'est sûr. Après ça, l'alimentation, puis toutes les saines habitudes de vie qu'on connaît, c'est ça? Ouais. Il n'y a pas de trucs miracles, de techniques ou quoi que ce soit pour... On a relativement peu parce que l'exercice, c'est quelque chose qui est de spectre large. C'est pas quelque chose qui est ultra précis, focusé. Genre, je prends une molécule et j'ai cet effet-là, ou cette liste d'effets-là relativement restreint. On peut pas faire... En fait, c'est très long, ça nous prendrait plus que l'heure-là de faire la liste des bénéfices de l'exercice. Sur le mental, sur le physique, sur tous les plans de la biologie, sur le métabolisme, etc. C'est impossible. Tu sais, il y a une vieille métaphore qui dit que si on pouvait mettre l'exercice dans une capsule, ce serait un médicament qui serait inestimable tellement il vaut cher. C'est littéralement ça. Ouais. C'est littéralement ça. Mais ça coûte du temps, ça coûte des efforts, ça coûte de la volonté. Fait que c'est même plus facile de payer de l'argent pour quelque chose. Malheureusement, ça ne se fait pas encore. Ouais, c'est ça qui est beau avec l'entraînement et l'activité physique, c'est qu'il n'y a pas de shortcut. Là. Tu ne peux pas avoir de raccourcis, puis il n'y a rien qui équivaut le fait d'aller faire un sport, de marcher, de faire de l'activité physique. Puis tantôt, tu parlais de l'entraînement à résistance. C'est-tu musculation uniquement qui va faire un pic d'interleukine 6 après l'effort ou, mettons, je ne sais pas si je le dis bien, là, mais quelqu'un qui va jouer au hockey, quelqu'un qui va aller faire un... On va avoir une activité qui va être plus métabolique. Ouais. Non, les deux vont produire ça. Il va y avoir certaines myokines qui vont être produites plus à l'exercice de type métabolique versus résistance. On va dire métabolique parce que ça comprend tous les systèmes énergétiques. Là. Puis tous les sports qui ont un aspect technico-tactique aussi. Là. Là, si tu joues au volleyball, là, si tu joues au hockey, si tu joues au baseball, etc., là, tu utilises pas mal tous les systèmes énergétiques à un moment donné ou à un autre de diverses façons. Tu sais. Fait que non, il y a quand même un bon croisement pour ça. Je te dirais que celles qui vont croiser plus le système osseux et le système graisseux, c'est-à-dire le système adipeux, vont être plus liées à la musculation. Ah, OK. En général. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit, bon, la musculation va avoir des effets positifs aussi, autant système osseux, puis après ça... c'est là que le terme myokine a été fait. C'est qu'on ne comprenait pas comment le corps réussissait à se parler. Tu sais, on dit, par exemple, ce que tu viens de nommer, l'exercice, ça va donner des os plus sains. Oui, mais comment? Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, là, c'est vit sa vie d'os, puis il n'est pas nécessairement au courant de ce que le muscle fait, de ce que le foie fait, de ce que le cerveau fait. Comment le message se rend? Puis on s'est rendu compte en regardant les molécules qu'on connaissait plus, qui sont les hormones, que ça n'explique pas tout. Puis après ça, il y a eu une hypothèse mécanique. On appelle ça le mécanostat de Frost, qui dit oui, mais les tendons tirent là-dessus, ça produit une stimulation mécanique de l'os. Donc là, stimulation des ostéoblastes et on épaissit l'os au point d'attache. Ouais, mais non. Comment ça se fait que l'os, loin du point d'attache du tendon, va s'épaissir lui aussi? Fait que là, mystère et boule de gomme. Et c'est à toutes les questions où il y avait un peu ce genre de réponse-là que là, on voit que les molécules messagères, que sont les myokines, vont s'insérer.
myokines et autres cytokines aussi, parce que c'est pas juste quand tu produis des cytokines à l'exercice, ils ne sont pas toutes produites par le muscle. Il y a d'autres tissus aussi qui sont activés. Ton foie, entre autres, pour la production d'énergie, il est vital. Fait que ton foie reçoit des myokines en provenance du muscle pour produire des hépatokines qui vont, entre autres, aider à relâcher l'énergie. Tu sais, la néoglucogénèse puis la lipolyse. Lipolyse, oui. Briser le gras pour qu'il soit utile pour l'énergie, puis transformer les autres molécules comme le gras et les protéines en glucides pour qu'ils soient utiles, ben, ça vient tout du foie. Ouais. Comment est-ce que le foie, c'est ça? Parce qu'il reçoit des molécules messagères qui s'appellent les cytokines. Mais à l'exercice, tu ne produis pas que des cytokines, tu produis des myokines, tu produis d'autres cytokines, dont les hépatokines, dont les ostéokines, dont les adipokines aussi, tout ça. Ouais. C'est assez débile. Puis tu t'aperçois aussi qu'il y a des affaires qui n'ont pas rapport. C'est-à-dire pas rapport idéalement, mais là, tu vois, oh, OK, sur des millions d'années d'évolution, sur des milliers de générations d'êtres, on ne peut même pas dire d'êtres humains encore, là, mais d'êtres biologiques qui sont devenus des mammifères, puis éventuellement des primates, puis après ça, des humains. La nature a sélectionné des mécanismes qui sont extrêmement élégants dans leur efficacité puis dans leur simplicité. Puis, nous autres, on ne les comprend pas parce qu'on n'a pas la logique d'avoir passé par toutes ces étapes-là. Mm-hmm. Un exemple. L'exemple le plus frappant, c'est le BDNF. Okay? C'est le Brain Derived Neurotrophic Factor. Ça, c'est produit dans le cerveau par ton encéphale. Puis, en gros, là, ça fait pousser les neurones. Okay? Ça favorise la croissance et la différenciation des neurones, puis le processus de créer des nouvelles connexions axonales entre les neurones puis les corps des autres neurones adjacentes. Okay. Ça va, ce qu'on appelle des synapses. Ouais. Fait, finalement, ça te rend plus intelligent. Mm. Mais à l'exercice, ton taux de BDNF monte, il est catapulté. Mais ça ne change pas le taux que tu as dans le cerveau. Ou très peu. Tu es là, OK, donc quel est le lien? Le lien, c'est que le BDNF, c'est à la fois un myokine et un adipokine, et que son rôle dans le muscle, c'est la différenciation des cellules satellites pour réparer les dommages musculaires. Et dans le gras, ça va aider à la lipolyse, donc à la relâche et à l'oxydation des acides gras pour donner de l'énergie. Puis c'est très lié à tous les gènes qui vont être liés à la production d'énergie, mais aussi la longévité. Okay. Tu as peut-être déjà entendu parler, puis tes éditeurs aussi, des études qui disent que si tu coupes tes calories de 1/3, tu rallonges ta vie. Ouais, c'est ça. Okay? Ouais, bon, ça, ben, les gènes ça veut dire que les gènes qui sont liés aux échanges d'énergie, le stockage et la libération, donc le gras chez les mammifères, il est aussi lié à la longévité de l'être humain. Ben, le BDNF est lié à ces mécanismes-là. Fait que là, tu lis là-dessus, là, tu regardes ça, puis tu as des moments what the fuck à chaque paragraphe de chaque étude. C'est épouvantable. C'est fucked up bien raide, ça. Moi, c'est... Mais écoute, pour avoir une bonne cognition, il faut durer longtemps. Puis pour durer longtemps, tu veux que être le plus actif possible, puis avoir toute ta tête quand tu es vieux. Ouais. J'avais parlé de ça après avoir fait le cours avec AAT. J'en ai parlé un petit peu avec Christian Thibodeau, justement, puis il a donné un bon exemple. Ici, ça me fait penser à personne, tu sais, nos grands-parents, tout ça, là, super actifs dans la vie. Souvent, ils ont grandi sur des fermes ou dans des métiers très manuels, puis ils restent actifs jusqu'à un âge très avancé. Puis là, un moment donné, quand ils disent, bon, OK, cette année, là, on va tirer à plat, puis on va vraiment réduire le niveau d'activité, ben, c'est là qu'ils déclinent dans quelques années, puis qu'après ça, ils s'en vont. Ben, c'est exactement à cause des myokines, parce que quand ils cessent d'être aussi actifs, le niveau de myokines circulant, puis des autres cytokines qui sont produits avec l'activité physique, on va dire, vont décliner, puis la santé de l'être humain va en être affectée.
Parce que tous les facteurs qui sont liés à ta santé sont liés aux myokines et autres cytokines liées à l'activité physique. C'est vraiment le chaînon manquant dans tout ton métabolisme qui n'est pas expliqué directement par les hormones. Tu parlais justement de ton exemple, là. Ça, on le voit souvent, les gens qui tombent en retraite, là, super actifs, ils ont comme un mode de vie normal. Là. Ils mangent bien, ils travaillent, ils ont comme des objectifs avec la job, puis ils ont des raisons de se lever à chaque matin. Puis c'est quand ils tombent à la retraite, puis qu'ils n'ont pas de plan de retraite, là, ou bien pas de projet de retraite, parce que c'est là que les gens tombent malades ou bien que leur niveau de vie diminue grandement. Tu prends quelqu'un qui tombe à la retraite à 60-65 ans, c'est jeune quand même, là. Fait qu'il te reste il te reste disons une vingtaine d'années à dire que trouve-toi des trucs à faire dans ta journée, puis pas juste d'écouter la TV puis prendre ça chill. C'est là que le monde qui n'a pas de planning, ben, développe des maladies. Après ça. J'ai une belle anecdote qui me vient d'un un de mes profs qui est un kiné français. Tu sais, les kinés, c'est l'équivalent des physiothérapeutes. Ouais. Il travaillait dans l'équivalent d'un CHSLD, puis il avait décidé de faire une buvette. Une buvette, c'est genre une espèce de petit bar où ils ne servent pas trop de trucs alcoolisés, mais un endroit où on prend un café, ce genre de choses-là. Ouais. Il a fait ça dans son CHSLD. Pourquoi il avait fait ça? Puis il l'avait fait dans un coin assez reculé. Pourquoi il avait fait ça? Parce qu'il voulait faire marcher les papis et les mamies. Ouais. Parce qu'à un moment donné, quand il avait essayé de les faire marcher, il y avait eu un éclair de génie quand une personne lui avait répondu « Marcher? Ouais, mais pour aller où? » Ouais. Fait que là, en marchant de là jusqu'à leur chambre ou jusqu'à leurs autres lieux d'activité, il y avait une raison de se lever et d'être plus actif. Et ça suffit à améliorer la condition de beaucoup de ces personnes âgées-là. C'est vraiment bête comme truc, mais quand tu y penses, juste te lever, marcher, ça me fait penser à une étude que tu connais, Vertical Diet, avec Stanley Ferdinand. Ouais. Il cite une étude où il y avait eu un protocole qui disait que 10 minutes de marche après chaque repas était plus efficace qu'une dose modérée Ben, c'était pas le. Ben, ouais, vas-y, je suis pas sûr que. Ah, c'est quoi le médicament pour les. Ah, pas la metformine. Oui, metformine, c'est ça. Metformine. J'avais le nom sur le bout de la langue. Là. C'est ça, c'est une dose plus modérée de metformine pour contrôler le diabète des gens. Fait que là encore, parce que tu as production de myokines, mais tu contrôles le diabète des gens avec ça. Ils ne perdent pas nécessairement beaucoup de poids. Ouais. Et une demi-heure par jour x 7, c'est 210 minutes par jour. C'est plus que le 150 minutes de base qui est recommandé pour le diabète par semaine. Tu regardes ça et tu te dis « Ah, intéressant. » Ouais, ça, c'est un truc que, justement, Stanley Ferdinand, quand on l'avait vu au Colorado, dans le bootcamp d'ouverture du Opening Center à Charles, il parlait de ça, les trois marches de 10 minutes. Puis ça, c'est un truc que je donne à toute ma clientèle depuis ce temps-là. Les gens qui n'ont pas le temps de mettre. Ben, tu sais, souvent, les gens, dans leur routine, là, ils arrivent de travailler le soir, puis là, des fois, la routine avec les enfants, puis blablabla, puis là, finalement, ils se rendent compte, hey, je n'ai pas eu le temps de marcher aujourd'hui, en plus de mon entraînement, ben, de mon activité physique. Mais souvent, c'est parce que là, les gens voient ça big de se setter un 30 minutes ou bien même des fois, ils vont se dire, ben là, tant qu'à aller marcher 30 minutes, je vais y aller 40-45 minutes. Mais si tu fais le chemin inverse ou ce que tu dis, ben je vais déjeuner. Avant de déjeuner, je prends une petite marche de 10 minutes dans le quartier. Même affaire après avoir dîné à la job, dans le parking, à la limite. Puis le soir, avant de prendre mon auto pour m'en aller travailler, ben encore une fois, dans le quartier pas loin du lieu de travail. Fait que ça se fait vraiment mieux dans un horaire. Surtout, ça baisse le niveau d'anxiété qui est lié à commencer l'exercice physique pour des gens qui ont été énormément sédentaires dans leur vie. Tu sais, la sédentarité, c'est le plus grand mal qu'on peut penser présentement parce que tu prépares des maladies comme le diabète, l'obésité, beaucoup de maladies cardiaques. Tu fragilises aussi ton système à d'autres maladies comme le cancer puis les maladies pulmonaires, tout ça, en n'ayant pas d'activité physique des années, des décennies auparavant. Donc, tu sais, ce qui nous arrive là présentement, entre autres avec la COVID, je ne dis pas que l'exercice va guérir tout et qu'il ne faut pas prendre d'autres mesures pour ça. Là. Mais, tu sais, on le voit, les gens qui vont tomber, c'est les gens qui sont âgés, si on ne peut rien y faire.
puis les gens qui ont des comorbidités, y compris dans les cohortes de gens qui sont âgés. Donc, tu sais, fait que comorbidité, obésité, diabète, hypertension, tout ça. Oui. Puis je ne me rappelle pas exactement, là, mais la sédentarité, là, si je ne me trompe pas dans le monde, c'est dans le top 5 justement des causes justement qui peut lier indirectement à des décès et tout ça. Là. Je ne me rappelle pas exactement de la stats, là, mais sédentarité, c'est fou à quel point que ça va causer des maladies, des décès, des problèmes de santé. Ben, considérant que, si je ne me trompe pas, le diabète a dépassé les maladies cardiovasculaires comme cause numéro 1 de mortalité au monde, puis que c'est fortement lié à la sédentarité, on peut dire qu'il y a des grosses chances que... c'est ça. C'est fou parce qu'on le sait là, que c'est important de faire de l'activité physique, puis il y a de la promotion pour ça, puis on incite les gens à bouger, mais tu regardes les niveaux de sédentarité, ça augmente. Je reviens à mon exemple de la buvette, si tu veux, c'est parce que on ne demande pas aux gens de faire quelque chose, de prendre une habitude, tout ça. On demande aux gens de modifier leur mode de vie. Ouais. Si tu prends une pilule, là, tu ne modifies rien dans ta vie. Non. Mais si tu veux faire de l'activité physique et devenir actif, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est 1 millier de petites habitudes, de petits changements. Quand tu es très motivé, c'est pas grand-chose, mais quand tu n'es pas motivé, c'est autant de petits cailloux sur ton chemin qui font que tu peux trébucher et dire, bon, ben écoute, on va laisser tomber, là, fuck off. Oui, c'est ça. C'est d'amener les gens à dire que tu prenais l'exemple de quelqu'un qui est sédentaire, qui ne fait pas beaucoup d'activité physique, commence à quelque part. C'est 10 minutes par jour, c'est 10 minutes par jour. Puis après ça, juste de faire de la gestion, bouger les membres, c'est niaiseux, mais c'est Christian Maurice qui donnait cet exemple-là à m'amener dans une formation. C'est que lui, pour ces gens qui étaient très, très obèses, en surpoids, je pense que j'ai déjà donné cet exemple-là dans le podcast, là, mais les gens qui avaient beaucoup d'obésité, qui étaient très, très, très sédentaires, bien, juste de faire des mini-contractions quand ils écoutent la télévision. Tu essaies de serrer les muscles pendant quelques secondes sur l'âge pour bien du monde qui écoute le podcast. On dit, tabarouette, c'est niaiseux, ça. Mais pour ces gens-là, c'est... Oui. Il y a quelque chose que dans le temps, je me disais, voyons, à quoi ça sert? Puis là, travailler avec des populations plus sédentaires, j'ai compris. Mais ça s'appelait chair aerobics. C'est l'aérobie sur chaise. Fait ils sont sur des chaises de bureau qui pivotent puis qui ont des roues. Puis tu vois, ils font des petits pas, puis des mouvements rythmiques, tout ça. Puis, nous autres, on est là, puis on dit, ouf, ouais, on les emmènera pas en hiking, hein, mettons. Mais, écoute, est-ce que ça va rester devant ton divan puis à pitonner, puis c'est ton seule activité? Ben oui. Je veux dire, bouger puis être verbomoteur, là, gesticuler, là, ça peut aller chercher jusqu'à 600 kcal par jour. Ouais, c'est fou, hein? Ouais. Là, on rentre tout dans le concept d'un fois du NEAT, là, tout ce qui est en dehors de l'activité physique, toute la dépense énergétique qu'on fait dans une journée qui n'est pas de l'activité physique en soi programmée comme un entraînement ou un sport. Ça, c'est juste moi, exemple, là, quand j'ai commencé à me déplacer en vélo ou à pied pour aller au gym, c'est à côté de où ce que je reste. C'est peut-être 5 minutes en vélo, une dizaine de minutes à la marche. Mais 5 fois semaine, 2 fois par jour, cumule ça pendant 1 an. Puis mon contrôle du poids que j'ai en ce moment n'a jamais été aussi bon que ça parce que je mange un peu la même affaire. Mon niveau de calories quotidien reste sensiblement pareil, mais je me rends compte qu'à manger la même affaire que je mangeais peut-être avant que je prenne cette habitude-là, je suis peut-être en moyenne un 5 livres en dessous au niveau de mon body weight, tout ça, juste à bouger un petit peu plus pour aller me rendre au travail. Fait que des fois, c'est simple. Ouais. Exact. Puis pas rien que ça, tu dépenses de l'énergie, tu produis un petit extrait de myokine aussi. Exact. Tu sais, compense ça, puis c'est une activité qui est anorexiante, l'activité physique. C'est-à-dire que ça va couper ta faim. Ça va diminuer la faim. Le monde dit, ouais, mais si je travaille beaucoup, je vais avoir plus faim. Non, c'est le contraire qui va se passer. Plus tu travailles fort, c'est sûr que, bon, à un moment donné, oui, il faut que ça rentre aussi, là, mais tu ne ressentiras pas la faim de la même manière. Fait que ça, les gens ne comprennent pas ça au début, puis c'est important de les mettre en contexte. Mais tu sais, si on prend ton 10 minutes de marche, c'est l'équivalent de quelqu'un qui prend soin de la maison, qui fait le ménage un petit peu actif. Ah oui. Qui va... Tondre le gazon. Nos grands-parents, c'est ça, tondre le gazon, réparer le char quand tu es debout, puis glisser en dessous, puis d'être avec tes bras. Puis
déplacer des boîtes, faire le ménage du garage. Mhm. Tous nos aînés, quand ils sont dans des CHSLD, là, ils n'ont plus ça. Mhm. Fait que tu es là et tu te dis, oh, on leur Mhm. rend peut-être pas un service. Ouais, c'est ça. C'est tout le système-là. C'est facile de dire ça sur un podcast, là, que c'est à Ouais. repenser et tout ça, mais il y a probablement des solutions simples, comme la petite buvette. Même les clubs d'activité, s'il n'y a rien au bout, pas de récompense, pas de Mhm. petits extras de dopamine, on va dire, pourquoi je fais ça? Ouais, c'est ça. Tu sais, les activités dans les foyers de personnes âgées, là, les activités qu'on connaît, là, Ça, s'il n'y a pas, justement, tu dis, de reward, de récompense. récompense au bout. Ouais. Puis justement, là, tu parlais de dopamine, tout ça, c'est sûr qu'il y aurait peut-être ça à repenser aussi, puis de discuter à propos de ça, ça pourrait vraiment aider, là, c'est certain. Ce serait absolument, je veux dire, une étude pourrait absolument se faire sur le niveau circulant de biochine avec des gens qui sont actifs comme ça dans un CHSLD, puis de voir sur le long terme comment est-ce que ça va impacter la santé des résidents là-bas sur la mortalité, la morbidité des maladies, puis tout ça. Fait Ah, c'est sûr qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. ouais, Tu sais, absolument. puis, tu sais, on parle justement tantôt, on parlait on l'a vu avec la COVID, là, tu sais, les personnes âgées étaient plus touchées, malheureusement. Ouais. Mais on a beaucoup parlé pendant le pic de la pandémie, là. On dirait qu'on en parle un peu moins parce qu'on fait comme passer un peu tranquillement, pas vite au travers de ça. Là, mais c'était comme les gens qui faut faire de l'activité physique pour notre système immunitaire, pour les gens qui font du sport sont plus en santé, Ouais, puis le système immunitaire est plus fort et tout ça, on n'est plus tu peux attraper la COVID pareil. C'est pas parce que tu fais du sport que tu ne l'attraperas pas, mais tu exact. peux t'en débarrasser plus facilement si tu as un bon niveau d'activité physique ou. Écoute, faut faire attention de ne pas embarquer dans le terrain médical, mais Non, 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 en c'est ça. toute logique, on peut dire que ce que ça aiderait à faire, c'est ça diminue le risque de comorbidité, Ouais. donc aggraver sans partant. Mhm, L'exercice physique, c'est aussi un très puissant modulateur du système immunitaire. mhm, Donc, avoir une meilleure réponse immunitaire parce que ce qui va tuer beaucoup de gens, c'est ce qu'on appelle la tempête de cytokines, le exact. cytokine storm. Fait que ça, c'est une réaction exagérée. C'est pas parce que tu n'as pas un système immunitaire fort, parce que le système immunitaire ne doit pas juste être fort, il doit être intelligent. Ouais. Et l'activité physique, ça ne rend pas juste le système immunitaire fort, ça le rend intelligent. Ça le Mhm, rend capable de répondre avec modération à certaines menaces. mhm. Donc, éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain en tuant l'organisme, si tu veux, par une tempête de cytokines pour éviter un virus. Ouais. Fait que c'est Fait que ça. c'est ça le lien avec les cytokines, justement, puis Ouais. le système immunitaire. Là. Un Ouais. des gros, il n'y a pas d'études scientifiques qui a été faite spécifiquement là-dessus, encore à ce niveau-là, avant lien à l'exercice, à ma connaissance. C'est possible qu'on en trouve, c'est possible que ça soit fait dans le futur. Je ne le sais pas, mais le mécanisme de base laisse penser que cette logique-là pourrait tenir la route, effectivement. Mhm, mhm. Dans tous les Ouais. cas, ça ne nuit pas. Puis je veux dire, Ouais, c'est on ça. sait que si l'exercice physique est fait dehors, ben, le risque de contamination est diminué par 20, même si on est proche des gens, Mhm, à cause de la lumière du soleil, à cause du vent aussi, du mouvement de l'air. Donc, c'est le mhm, moment de découvrir les activités d'automne, les sports d'hiver, éventuellement les sports d'été. Ça va faire le plus grand bien. mhm. Le gym, puis Dieu sait que j'aime ça avec Charles, puis Christian, puis tout ça, là, mais aller s'enfermer dans des salles closes présentement, donc c'est une fausse mauvaise idée. On va le dire Ouais, comme ça. C'est ouais, un couteau à double tranchant. ouais. Ouais, c'est ça. Puis c'est un peu ça que la pandémie a montré, là, justement. Les gens ont tellement découvert, moi inclus, là, des activités extérieures. Tu sais, on n'avait comme pas le choix de découvrir justement des activités d'hiver. Puis, Ça. tu sais, faut pas négliger le fait de bouger à l'extérieur l'hiver aussi. Là. C'est quand même très bon pour notre Ouais. système. Ben, c'est Euh, ça. Écoute, je pense que le gym est vital pour la performance sportive. Je pense que ça reste une activité très importante pour monsieur, madame, tout le monde parce que
il n'y a pas un gros niveau d'engagement moteur. Donc, tu sais, tu n'as pas besoin d'être un athlète né ou d'être bon pour être capable de forcer d'entrée de base. Puis ça rassure énormément de gens. De ce point de vue-là, il y a un bénéfice. Mais ce n'est pas nécessairement la seule et unique activité. Puis il ne faut pas être aveugle à cette réalité-là de faire de l'activité physique dehors, de faire des sports, de faire tout, même des travaux manuels à l'extérieur. Fait qu'il y a un effet de renforcement non spécifique qui va se produire. Évidemment, on veut tout, quand on est plus jeune, on veut tout des gros guns, puis des abdos, puis on veut squatter un truck, puis tout ça. Oui, il y a un temps pour ça. Peut-être que quand la pandémie sera passée, le moment sera plus indiqué pour ça, pour monsieur, madame, tout le monde de découvrir le gym. Pour l'instant, sortez dehors, faites des choses. Ceux qui sont des accros au gym, continuez, mais prenez vos précautions comme il le faut. Oui, c'est ça. Tu sais, il ne faut pas oublier justement que c'est pas les propriétaires de gym puis tous les coachs qui œuvraient dans les centres d'entraînement, tout ça, on était comme tout un peu. Là, ouais, crime, les gyms, c'est essentiel, mais au final, c'est pas une grosse proportion de la population au Québec qui fréquente les gyms. Je l'aurais quand même mis essentiel. Parce que pour beaucoup de gens, c'est la seule. Oui, ça, je suis 100% d'accord. Avec une bonne distanciation, avec les protocoles de nettoyage des machines, les nettoyages de mains, les masques, tout ça. Ça, je l'aurais mis essentiel parce que ça a fait plus de bienfaits que de méfaits. Évidemment, il faut faire attention de maintenir ces conditions-là, ça c'est sûr. Mais en tout cas, durant la pandémie. Mais je l'aurais mis comme tel, comme une activité essentielle, c'est sûr. Puis, je ne comprends pas l'activité. C'est sûr que ce n'est pas un très gros secteur. Tu regardes tous les abonnés dans les gyms, puis en fait, ceux qui y vont régulièrement, c'est probablement pas un très gros segment de la population. Non, c'est ça. Mais ça aurait été le moment d'être proactif puis pas conservateur, puis dire, écoute, le gym, là, à cette heure, là, déductible d'impôt. Un autre avantage fiscal quelconque que le gouvernement aurait pu sortir de ton chapeau, là, puis bouge ton cul. C'est ça le message. Tu sais, on a beau dire, va marcher dehors, il y en a qui iront jamais puis qui préfèrent aller marcher sur un tapis roulant. Écoute, il faut envisager tous les angles, là, tu sais. Donc, ça aurait pu être novateur de la part du gouvernement Legault de dire on va valoriser ce genre de service-là avec les entraîneurs, on va valoriser les kinésiologues dans le service de santé. Parce que, tu sais, oui, entraîneurs, je respecte énormément ce qu'ils font. Certains des meilleurs coachs que je connais ne sont pas kinésiologues, sont des entraîneurs. Mais le kinésiologue a l'avantage de ne pas juste être un entraîneur, il faut aussi être un intervenant dans le système de santé. Et je pense qu'un médecin qui n'a pas une nutritionniste et un kinésiologue dans ses références, au gros minimum, c'est pas un médecin qui fait sa job de prévention de la santé adéquatement. Ça, c'est le statement incendiaire du podcast aujourd'hui. Mais je suis tellement d'accord. Je suis tellement d'accord avec ça. Puis, je rentrais dans ce sujet-là parce que oui, c'est un petit segment de la population qui fréquente les gyms. Puis le point que je voulais amener avec tout ça, c'est que tous les autres gens qui font du sport, puis qui font des sports récréatifs, du sport d'équipe, sport individuel, tout ça, mais ils ont autant intérêt comme à continuer à pratiquer ces sports-là, puis d'aller dehors, puis de bouger à l'extérieur et tout ça, mais puis je suis 100% d'accord que les gyms, c'est un service, ça aurait dû être un service essentiel, mais le point aussi que chaque médecin ont pas... Puis moi, c'est plate, mais je le vois quand même. C'est rare, tu sais, que je me fais... C'est un petit peu plus... ça arrive un petit peu plus souvent, là, mais les médecins qui réfèrent des kin puis des nutritionnistes et tout ça, moi, je trouve que c'est quand même assez rare, encore une fois. Ben, il y a un truc d'éducation puis de se faire connaître. Oui, il y a ça. Les fédérations puis associations de kinésiologues fassent du démarchage auprès des médecins. Je pense qu'il y a une certaine facilité de dire ouais, ben, ils nous connaissent. Ils savent qu'on existe, mais ils ne nous connaissent pas. T'sais. Il y a une différence entre les deux. Première des choses. Deuxième des choses aussi, c'est qu'il faut que ça devienne un réflexe. T'sais. Combien de ce segment de la population-là serait beaucoup plus gros si ton docteur, au lieu de te prescrire de la metformine, disait bon, ben écoute, avant ça, on va faire une intervention. Là. Je te prescris 6 mois avec un kinésiologue.
Je te recommande Alex parce que je le connais. Mm-hmm. C'est dans le réseau d'un médecin. On Mm-hmm. devrait lancer une campagne auprès des médecins, là. Adopte un kin. Ouais. Puis donne-y la business, puis regarde qu'est-ce que ça fait pour ta passion. Ah. Le Québec serait plus le même, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais en plus, puis moi aussi, ce que je remarque, là, c'est que quand j'ai une référence d'un médecin, pour les fois que j'en ai, ben, c'est pour des blessures ou quelqu'un qui a mal dans le dos, ben, Mais Exact. crime, c'est pas là, faut pas juste être dans le curatif, c'est pas quand. Puis là, je chiale pas contre les médecins, là. C'est juste que c'est un peu de brainstormer sur comment on pourrait amener le système de santé au Québec dans les prochaines années. C'est des mentalités qui doivent changer, comme ça bien doit d'autres changer, affaires, c'est ça. On en parlait quand je faisais mon bac. Ouais. Ça fait 20 ans, tu sais. Je veux ça. dire, est-ce que ça a changé? J'ose espérer que ça l'a avancé un peu, mais c'est des pas de tortue, là. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Puis tu sais, c'est comme, ouais, à un moment donné, les gens prennent l'action par eux-mêmes, mais à un moment donné, il faut un coup de main des dirigeants de j'allais dire notre pays, notre province. Ouais. Ben, il y a une même... qui a fait un beau message, tu sais, qui dit « Je lève mon chapeau au travail des kinésiologues, tout ça. » Qui ça? C'est un peu dans la première direction. Là, je voudrais des actions concrètes aussi, tu sais. Fait que c'est qui a dit ça? Hein? C'est qui a dit ça? Le ministre Dubé, le Ah. ministre de la Santé du Québec. Ah. Fait que sur le gouvernement Legault, il a lancé un petit message qui avait été relayé par les diverses fédérations. Il y en a deux grosses, Okay. la FKQ puis la KKOM. Ouais. Puis ça, il avait lancé un petit message qui disait « Lever son chapeau au travail des kinésiologues », tout ça. Ouais. Mais c'est ça, c'est chacun, justement, à la place de référer, c'est une très bonne idée que tu apportes, là, à la place de dire les kins ne sont pas là juste pour les clients qui sont blessés, qui ont des problèmes osseux, problèmes musculaires, des blessures ou tout ça. C'est des fois de juste avoir un kin qui est là pour faire un plan d'intervention sur plus qu'un mois, tu sais. Sur 6 mois. Ah oui, mais je ne sais pas pour toi aussi, mais le plus drôle, c'est que la formation, en tout cas à l'Université de Montréal, bien plus axée sur les maladies métaboliques à long terme que sur le biomécanique, puis sur la musculation. J'en ai bien plus appris sur gérer le diabète, les maladies pulmonaires, les maladies cardiaques que sur la biomécanique. Ça, je l'ai fait après ça par intérêt personnel. Ouais. Mais je ne sais pas pour toi le oui, bac. dans le bac aussi, c'était beaucoup ça. Là. Nous autres, c'était la biomécanique, après ça, progression d'exercice, les techniques d'entraînement, tout ça, on l'a vu. Mais moi, je me suis un peu comme toi, je me suis bien plus formé par intérêt personnel via d'autres personnes pour pousser mes connaissances dans ça parce que c'est vraiment ça qui me fait triper. Mais à la base, en kin, dans le bac, nous autres, il y avait un gros volet prévention de santé. Après ça, aider les gens qui ont des problèmes métaboliques. Puis un gros aspect psychologique aussi, du support psychologique, relation d'aide. Là, fait que le côté social aussi. Le côté social, exact. Fait que, c'est comme de faire confiance à quelqu'un qui veut améliorer sa santé, ben, à la place, puis qui est un surpoids, puis qui commence à faire un peu de diabète, un peu d'hypertension, ben, juste de dire, regarde, pendant 6 mois, ta prochaine prescription, c'est un kinésiologue, mais même nutritionniste qui va juste t'accompagner un peu à changer tes habitudes alimentaires, puis après ça, on pourra réévaluer par la suite. Puis... Mais c'est ça, c'est comme dans un podcast comme ça qu'il y a une couple de personnes qui écoutent. Bon, à quel point que le message va se rendre en haut, mais un petit peu on ose espérer que ça va genre. Vous nous entendez, là. C'est ça. Contactez-moi, tu sais. Ouais, c'est ça. On va t'arranger ça. Ouais, ça marcherait comme ça serait merveilleux. Mais au final, c'est pas. Ben, moi, je regarde ça de mon point de vue de coach puis de petits gars qui œuvrent là-dedans. C'est pas si compliqué que ça. Là. Tant qu'à moi, c'est pas toute une réorganisation gouvernementale. Puis c'est juste de travailler un peu à la place d'être dans le curatif, tout ça, d'investir en prévention. Moi, je comprends pas pourquoi. Mettons, on brainstorm, là, on prend des mesures tout de suite, là, 5 choses qui pourraient changer pour améliorer la santé de la population. Là. Faire en sorte qu'il y ait une certification pour les entraîneurs, comme quoi leur service pourrait être validé au point de vue fiscal, déductible, d'une manière ou d'une autre. Tous les entraîneurs n'ont pas nécessairement des formations égales. Il y en a qui ont des excellentes formations, puis il y en a d'autres que
2 fins de semaine avec des affaires en ligne, ça suffit. Fait que si on est capable d'uniformiser ça avec une mesure, puis tu n'as pas besoin d'un kinésiologue, là, juste un bon entraîneur, bon coach, puis tu as cette certification-là, ben, ton client, il va être capable de déduire tes services des impôts, de un. De deux, une campagne, comme on a dit, adopte un kin pour les médecins. Avoir une référence de kinésiologue, puis les nutritionnistes, s'il y en a qui écoutent ce qu'on est en train de dire, copiez cette mesure-là. Vous êtes les bienvenus, vous êtes nos partenaires dans cette histoire-là. Les fédérations de kinésiologues qui ont des groupes de médecins, si cette idée-là vous plaît ou s'il y en a d'autres aussi qui sont bonnes, allons-y. Après ça, des allègements fiscaux pour les kinésiologues qui ont perdu leur job, pour les entraîneurs qui ont des centres qui sont en difficulté. L'aide vient au compte-gouttes, elle ne vient pas vite, puis des fois, c'est des dédales bureaucratiques. Je pense que comme troisième mesure, ce serait important de mentionner ça présentement pour avoir plus de points d'accès dans le réseau à ce genre de choses-là. Quatrième chose, meilleure intégration des kinésiologues dans les services pour les CHSLD, les CIUS, C3S et compagnie. Ne serait-ce qu'avoir une base de données puis que les fédérations disent « Hey, dans ton bout, là, on a tant de membres qui sont disponibles sur ton territoire. Voici la liste de contacts. » Fait que même s'ils ne travaillent pas pour les CIUS, laisse-la disponible sur ton site en quelque part, mets-la facile à trouver, laisse-la traîner sur le coin de la table à café. Là. Comme quatrième mesure, ce serait bon. Puis comme cinquième mesure, peut-être à nous autres de faire un meilleur job pour nous promouvoir. Puis autant coach que kinésiologue, avoir une attitude proactive au point de vue de la population, puis pas juste moi, Patrick, en tant qu'entraîneur, entraîneur, kinésiologue, aussi les services qu'on peut offrir à cette population, etc. Qu'est-ce qu'un kinésiologue peut faire pour vous? Qu'est-ce qu'un entraîneur peut faire pour vous? Aussi les bénéfices que vous pourriez en retirer. Puis même, au-delà de ça, le remboursement par les compagnies d'assurance, combien de fois je vois que les compagnies d'assurance vont rembourser les frais de masso, les frais d'ostéo, les frais de... Tout ça, je suis 100% d'accord. Moi, je crois en toutes ces alternatives-là, 100%, mais frais de kin, fuck all. Moi, ça me met, bien honnêtement, là, je veux le dire, ça me met en crise. C'est comme voir si tu peux te faire, ta compagnie d'assurance va rembourser tous les services pour améliorer ta santé, traitement, tout ça, bien correct. Mais après ça, kin, programme d'entraînement, prévention, pas une tôle. Je suis convaincu que ça ferait énormément de bien au point de vue du système de la santé et de la population. Carrément. Je suis cynique un peu sa nature humaine. Je pense que c'est mieux de dire au gouvernement de mettre un allègement fiscal pour ceux qui s'entraînent puis ceux qui entraînent les gens que de dire aux compagnies d'assurance de devriez faire ça. Parce que, tu sais, il y a toujours un moyen de s'en sortir quand tu dis « Ah ouais, mais il a fait un incident cardiovasculaire aussi. » Puis ça, tu peux toujours essayer de t'en sortir et de te faufiler, tandis que là, il s'entraîne. Mais il faut définir l'entraînement, il faut ci, il faut ça. On risque d'en revenir à c'est quoi ton IMC? Tu connais-tu un entraîneur qui est légèrement musclé, qui a un IMC non obèse, toi? Non. Moi, j'ai déjà calculé qu'à 0% de gras, là, je pèserais quand même 200 livres, je serais en léger embonpoint. C'est ça. Ouais. On sort pas, tu sais. Probablement que toi, c'est pareil. Là. Non, c'est ça. C'est tout ça qu'il faut revoir, justement. On a glissé un peu sur justement l'entraînement, puis par rapport à tout ce qu'on a vécu depuis presque 2 ans déjà, mais il y a carrément des pistes de réflexion à avoir à ce niveau-là. Tout ça pour réintégrer, pour promouvoir l'activité physique, puis c'est, comme tu dis, si on pourrait mettre l'activité physique dans une capsule, c'est un remède qui est extrêmement, extrêmement puissant, mais c'est d'amener les gens à bouger, puis aussi, c'est sortir de... On parlait des gyms tantôt. Le monde qui dit « Ah, il faut que je me remette en forme », puis le premier réflexe, c'est de dire « Bon, ben, il faut que j'aille au gym 4 fois par semaine. » Tu sais, le fameux standard de on s'entraîne 4 fois semaine au gym, mais comme on dit, c'est pas une grosse partie de la population qui aime ça aller au gym, puis c'est pas tout le monde qui aime ça aller au gym, puis c'est bien correct de même. Mais tu sais, c'est comme... Je vais reculer ta réflexion encore un pas. C'est quoi se mettre en forme pour toi?
c'est quoi se mettre en forme pour ta mère, puis ta voisine, puis ça. Oh oui, Il y en a, ça va être perdre 10 livres de gras puis d'avoir plus d'énergie. Puis c'est ça, être en forme pour eux autres. Là. C'est ça. Est-ce que le gym a un rapport avec ça nécessairement? Ça peut, mais c'est pas la première chose qui vient en tête. Tu sais, des medleys d'hommes forts modifiés pour monsieur, madame, tout le monde, c'est génial pour ce genre de but-là, pour monsieur, madame, tout le monde, mais est-ce qu'ils savent? Pas nécessairement. Tu sais. Est-ce que marcher 4 fois par jour, 4 fois par semaine, 1 heure, pourrait faire la job aussi? Probablement. Donc, on rentre dans toutes des pistes de réflexion où il faut qu'à différents niveaux de conception de c'est quoi l'activité physique, il y ait ça. Puis c'est sûr que probablement que les gens qui écoutent ton podcast doivent quand même avoir plus de monsieur, madame hardcore, qui veulent les abdos puis qui veulent squatter pesant. J'espère que je ne les ai pas ennuyés jusqu'à ce qu'ils en pleurent par les yeux des lampes de sang, là, mais au niveau de la population, les besoins sont très différents. Les besoins doivent être répondus spécifiquement pour qu'on puisse en tirer en tant que business. C'est ça aussi. Fait que, c'est soit tu es très niche ou tu fais en sorte de bien communiquer avec les gens pour dire oui, mes services peuvent vous amener là. Que tu veuilles un six-pack ou que tu veuilles perdre 10 livres puis avoir plus d'énergie, je peux t'y amener. Voici les outils que je te propose en tant qu'entraîneur, en tant que coach, en tant que kinésiologue. Fait que, on fait un petit lien avec les myokines. Myokines, c'est des molécules messagères. Ben, nous autres aussi, il faut qu'on développe notre message au point de vue de la population. La communication, c'est la clé. Puis la biologie l'a compris d'une manière qu'on commence à découvrir. Ben, c'est la même chose au niveau des interactions humaines. Ben oui, ils sont vraiment importants de communiquer justement entre la relation coach-client, c'est primordial. Là. Moi, c'est toujours ça que c'est une grosse partie que j'aime justement avec la job, c'est de communiquer avec les gens puis de prendre le temps de les écouter puis me rendre compte que, je donnais l'exemple de quelqu'un qui s'entraîne au gym 4 fois semaine. Ben, peut-être que cette personne-là a juste besoin de s'entraîner 1 à 2 fois semaine puis de combler après ses autres activités physiques dans la semaine avec d'autres sports, des randos ou n'importe quoi. Puis, peut-être comme le 1 à 2 entraînements par semaine qu'elle va faire, on va travailler ses points faibles, on va travailler ses qualités athlétiques pour la rendre plus performante dans un sport ou bien quand elle va aller faire du vélo, peu importe. Mais ça va faire en sorte que la personne ne se tannera pas d'aller au gym, de faire de la musculation parce qu'elle a juste besoin de faire ça à petite dose. Mais elle va combler ses spots avec d'autres sports, mais ça va faire en sorte qu'elle va garder ça longtemps dans sa vie. C'est ça qui fait une différence au bout du compte, c'est la constance d'être adhérent à une routine d'activité physique quotidienne puis hebdomadaire que les gens sont à l'aise à faire, puis il semble que ce n'est pas une corvée. C'est parce que le point clé, c'est d'aimer ce que tu fais puis d'avoir de trouver de satisfaction personnelle et tout ça. C'est sûr que des fois, l'entraînement, comme je dis à tout le monde, c'est comme là, on va travailler ta séance dans le gym aujourd'hui. Bon, on va peut-être faire des split squats parce qu'on va essayer de travailler peut-être ta mobilité, puis tu as peut-être besoin de renforcer, je sais pas, ton VMO ou whatever, c'est quoi. C'est sûr, des fois, il va falloir que tu t'acceptes de dire, bon, il faut que je le fasse, puis c'est un passage obligé, mais il ne faut pas que ça soit comme tout ce que tu fais dans ta semaine comme activité physique, que ce soit comme une corvée. C'est comme un 10-15 minutes dans une séance, OK, c'est pas si pire, là. Mais c'est ça. C'est ça qui fait une différence. En fait, c'est ça. Je pense que tu viens de mettre le doigt sur quelque chose d'important et de sous-estimer aussi. L'adhésion et la constance. Que tu veuilles compétitionner dans une affaire de bodybuilding ou que tu veuilles juste être en santé à long terme, le point commun avec ça, c'est qu'il faut que tu trouves quelque chose que tu aimes, que tu le fasses au mieux de tes capacités, puis que tu le fasses pendant longtemps pour arriver là. Puis une fois que tu es arrivé là, c'est pas d'arriver au six-pack qui est difficile malgré ce que le monde pense. C'est de garder le six-pack. Le McDo, après, il est bon avant, il est bon pendant, il est bon après. Quand il y a un six-pack, mais il peut disparaître vite en tabarouette quand tu t'as donné un petit peu trop à ça. Là. Ah oui, moi, c'est tout le temps ça que je dis. La partie facile ne veut pas quelqu'un qui perd du poids, qui se ramasse à une bonne composition corporelle pour lui là, ou elle. C'est la partie facile de la job. Après ça, c'est quand, on s'entend, il y a quand même des struggles puis des embûches, c'est bien normal, mais la grosse job, c'est quand tu as atteint ton objectif, puis là, tu as, disons, 30 ans,
ben, il te reste une couple d'années à rester à peu près la même composition corporelle. C'est sûr que ça va évoluer dans le temps. À un moment donné, tu viens qu'être un En peu fait, plus... je pense même qu'il faut que ça fluctue dans le temps pour qu'on soit Oui, ensemble. vraiment, je suis 100% d'accord. Mais le niveau de fluctuation, ça ne devrait pas être Non, énorme. 5-10 livres en haut, 5-10 livres en bas. Ça fluctue comme ça, puis ça fait une moyenne à long terme. oui, oui, Mais vraiment. des très, très grosses fluctuations de poids, je pense que c'est pas bon. Non. Mais c'est ça, regarde. Au fil d'une vie, c'est sur les 30 ans que tu as mentionné, c'est ça. Tu deviens adulte, tu vas arriver jusqu'à 60 ans à peu près. Tu devrais maintenir un poids plus ou moins égal, puis plus ou moins santé. Peu Mm. importe c'est quoi ton IMC, c'est une meilleure mesure, ce serait le pourcentage de gras. Là. Mhm. Un pourcentage de gras en bas de 15 pour les gars, en bas de 20 pour les femmes. Là, Mhm. on va être gras dur, ben dur en tant que solution, Ouais, que société. ouais. Tu maintiens ça, puis comme tu dis, les petites fluctuations, c'est normal d'avoir ça, comme là, les périodes des fêtes arrivent. Bon, ben, moi, je le dis à tout le monde, c'est sûr que tu peux avoir une petite élévation sur la balance, mais après ça, ça vient que ça se stabilise après ça pendant l'hiver là, qui suit. Hop, les vacances arrivent, tu rebaisses un petit peu. Fait que c'est normal d'avoir des variations comme ça parce que il y a la vie qui existe alentour du fitness, tout ça, qui fait en sorte qu'à un moment donné, si tu vas être constant puis être adhéré à ton plan et à ta routine, ben, faut que tu vives au travers, il faut que tu aies du plaisir à vivre. Là. Fait que souvent les gens qui sont trop stricts, trop rigides, Ah ben, oui. Ben là, moi je le dis tout le temps, quand j'ai fait de la compétition de bodybuilding, j'étais hyper cut. Bon, c'est sûr, je n'étais pas le meilleur, là, mais pour moi, j'étais en très bonne composition corporelle. Mais j'ai tellement fait des sacrifices sur d'autres aspects de ma vie qui fait au final que je n'étais pas tant heureux que ça. Puis là, ben, je suis comme un peu moins cote, veux pas, mais toute ma balance de vie est plus égale, puis je suis bien plus heureux, bien plus accompli. C'est pas d'oublier ça non plus. c'est pas toujours nécessairement de se permettre le petit écart alimentaire qui est comme Ah, c'est Ouais, aussi beaucoup l'environnement social. ben oui, Aller prendre une bière avec des amis, c'est pas pour la bière, c'est pour les amis. ben oui, Un souper au resto, tu peux même manger saumon et salade, qui est ben parfaitement sur oui. la diète, mais c'est le fait de pouvoir aller au restaurant Hum, sans dire que tu vas scraper tes efforts puis ben non, profiter d'un événement social. ben oui, La nourriture, surtout sur le plan humain, c'est avant tout social. ouais. Et après ça, je te dirais nutritionnel. Il n'y a rien Hum. de plus triste que quelqu'un qui mange tout seul. Ah oui, vraiment. À dire, là, mais il y a une grosse composante de tout ça. Oui, Fait que, puis ça t'apporte tellement de bienfaits quand tu es dans un environnement social, que tu as du fun, tu te gères mieux. Tu manges, moi, personnellement, je mange moins parce que je jase au travers de mes bouchées. Puis après ça, j'ai un meilleur contrôle de mon appétit aussi. Là. Tu donnais ouais, l'exemple de quelqu'un qui va prendre une bière. Moi, j'ai des clients là, qui vont prendre une bière prendre une bière le vendredi soir après une game de hockey, là, une ou deux bières en chambre. ouais, Puis ça fait, ils viennent de faire du sport, plutôt que de dire, hey, fuck off, là, tu prends de l'eau, tu s'en vas te coucher tout de suite après parce qu'il faut que tu gardes en forme. Mais là, ils prennent une, deux bières, ils chillent avec les gars en chambre, c'est puis ça. ils font le social, puis après ça, ils vont se coucher. Hey, les bienfaits que ça va amener sur le stress management là, gestion du stress, puis tous les Ouais, bienfaits qui viennent avec ça, c'est malade. Fait que moi, je leur dis, ben, regarde, continue ça va bien tes affaires, t'es bien dans ta peau, t'es bien, t'as une bonne exact. santé mentale et tout ça. Change rien de ça. Tu sais. En plein ça. Si Fait on que, fait le même parallèle avec quelqu'un qui est, admettons, diabétique et tout ça, voici, moi, je fonctionne énormément dans les plans alimentaires que j'aimais pour accompagner les gens pour qu'ils changent leurs habitudes de vie. Je leur dis, écoute, connais tes portions, voici qu'est-ce que tu devrais manger à peu près, puis va dans un événement social, que ce soit chez des amis, que ce soit au restaurant ou dans une autre occasion, puis essaie de viser vers ces portions-là. mm, Juste que quelqu'un soit éduqué à savoir c'est quoi la taille de la portion, de ce qu'il ou elle peut manger, mm, consommer. Des fois, ça peut être tricky, là, tu sais. mm, Surtout, on dit le gras. Je pense qu'une des grosses affaires qui a fait peur au monde avec le gras, c'est pas que c'est mauvais pour la santé, ça c'est plus vrai, on le sait à mm. cause de la science maintenant qui a évolué. Mais là où ça peut être mauvais, c'est que c'est tellement des calories cachées dans un petit volume. Ouais. C'est ça qui est maudit. Mm, Tu sais, manger quelque chose de gras
que ce soit il y a une viande, que ce soit d'autres choses, c'est pas vrai que ça va te boucher les artères. Mais manger quelque chose de gras dans le cadre d'un repas qui est déjà consistant en termes de calories, oh, là, ça peut t'amener haut. Fait que quelqu'un qui est conscient de ce genre de choses-là, conscientiser les gens à manger mieux puis manger moins, puis pas nécessairement se priver, là, c'est pas ça du tout le message, mais d'être capable d'avoir cette réflexion critique-là sur ce qui rentre dans la bouche. Je pense que c'est important, puis c'est la même affaire qu'on parlait pour l'activité physique. Un minimum d'éducation là-dedans, puis de compréhension de ce genre de choses-là, puis après ça, ça devient des habitudes acquises. Ça peut être vraiment important. Vraiment. Donc, ce que les gens devraient penser par rapport à ça, c'est que moi, je pose tout le temps la question, c'est la façon que tu manges. Quelqu'un qui mange sainement, là, qui considère avoir un bon équilibre au niveau de son alimentation, tu te vois-tu? La question que je pose, c'est tu te vois-tu faire ça encore pendant 5, 10, 15, 20 ans? Encore là, ça va peut-être évoluer dans le temps parce que les priorités changent à un moment donné. Les goûts se développent après ça, tout ça, mais en règle générale, vois-tu faire ça? Si les gens sont comme non, oublie ça, c'est bien trop dur, ou bien c'est trop restrictif, ou c'est bien trop intense, mais change ça tout de suite parce que c'est sûr que tôt ou tard, tu vas revenir à la case départ. T'sais. Exactement. La question que tout le monde devrait se poser, le mode de vie que tu as en ce moment, là, la fréquence d'entraînement, le sport que tu fais, l'alimentation que tu as, tout ton mode de vie que tu vis actuellement, aujourd'hui, tu vois-tu faire ça encore pendant les prochaines années? Ben, c'est oui, tu es probablement sur la bonne voie. C'est non, tu es peut-être trop strict, tu es peut-être trop intense, tu n'es peut-être pas à la bonne place où ce que tu devrais être. Fait que change de quoi tout de suite parce que tu vas pogner un mur, c'est sûr. C'est ça. C'est une excellente façon de penser, ça. Oui. C'est nous autres d'apporter aussi à nos clients soit les changements dans leur mode de pensée ou ajuster la méthodologie qu'on utilise. Puis ça, souvent, c'est une erreur que je vois au niveau business pour les coachs, c'est moi, j'ai ma méthodologie, tu vas rentrer dans ma méthodologie, tu vas fitter dans ma petite boîte carrée, sinon, c'est parce que tu es probablement un client à problème, tout ça. Combien de fois j'ai entendu des coachs parler de ça quand non, c'est juste parce que tu es assez tête dans ta manière de gérer tes clients. Peut-être que tu devrais faire preuve un peu de flexibilité. On revient à la marche de tantôt. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient en me voyant à ce qu'on parle de trucs de muscu. Puis c'est quoi les secrets du meilleur cluster? Puis tu drop set qui va te faire accumuler plus de masse musculaire. Ouais, je peux parler de ça aussi, mais une marche de 10 minutes pour la plupart de tes clients après leur repas, là, c'est plus important de mettre ça si tu veux aller toucher monsieur, madame, tout le monde. Puis après ça, on parlera du jeune qui veut performer sa classe, tout ça. Là, ben oui, c'est ça. Ces techniques-là, c'est toujours intéressant, c'est le fun de le savoir, mais c'est un peu ça. Aujourd'hui, le problème, c'est que les gens, avec les réseaux sociaux, on a comme accès à de l'information qui est très niche, qui est très pointillé, là, vraiment de l'information dans les détails, mais souvent, c'est comme on tique sur on est juste le nez dans les détails, puis on oublie qu'en dehors de tout ça, les gens mangent pas de légumes, boivent de l'eau, boivent pas d'eau, mangent trop souvent au resto, trop souvent transformés, font pas d'activité physique. C'est juste ça le problème au final. Il faut commencer par là avant d'aller, comme tu dis, dans les cluster sets, après ça, les drop sets, tout ça. Là, les gens sont comme, on essaie de dire, hey, OK, là, il me faut que je fasse telle technique d'entraînement, ça va être quoi mon pourcentage d'intensité pour avoir des résultats? Tu regardes, elle s'entraîne 2-3 fois par semaine pendant un mois, elle arrête pendant 3 mois, elle recommence. C'est ça. C'est comme. C'est connu, ça. Mais c'est pas ça. Je pense que les coachs sont en même temps conditionnés autant par leur cercle que par les clients qui pensent qu'il y a un secret. Tu sais, se mettre en shape, là, voyons donc, il y a des passes droits. Écoute, il y a certainement des trucs pour faire en sorte que ça aille un petit peu plus vite, là. Puis, des trucs legit, là. Mais 80% de la job de n'importe quoi, là, mettre un jeune hockeyeur en forme, faire en sorte qu'un athlète olympique performe bien, faire perdre du poids à monsieur, madame, tout le monde ou gérer un cas diabétique. 80% de la job, c'est une maîtrise des principes de base. La plupart du monde vont avoir une connaissance passable des principes de base,
puis après ça, se dépêcher de dire « Je suis un entraîneur d'élite, je veux connaître des méthodes d'élite. » Ouais. T'as une minute, mon pit, là. J'ai pas Mhm. besoin de cluster pour rendre quelqu'un très fort, là, tu sais. Non, non, J'ai non, pas non. besoin de choses hyper avancées pour faire avoir des résultats flamboyants, là, tu sais. Mhm. Juste, tu sais, j'ai un client très avancé présentement que j'ai juste fait une diète parce qu'il mangeait mal En fait, il mangeait très bien, mais il n'était pas constant. Mhm. Juste le remettre constant, puis le fait que je le supervise là-dessus, pour le mettre sur la track, ses performances ont explosé. Mhm. C'est un client avancé, là. C'est un client qui Mhm. s'entraîne depuis longtemps. Un autre exemple, un jeune de hockey, j'ai fait prendre 50 livres en dedans de 9 mois, je pense, en faisant un programme Ça fait longtemps que je le suis, là, depuis quelque chose comme 13 ou 14 ans. Puis là, il y en a 17 ou 18, si je ne me trompe pas. Mhm. Puis j'ai fait prendre 50 livres en 9 mois. Mais tu sais, c'est juste la nutrition de Mhm. base. Il veut profiter de son pic de croissance. Un autre qui arrive et qui dit ça, c'est impressionnant. J'ai vu tes sourcils se relever. Mais c'est pas impressionnant. La moitié de tout ça, c'est le fait qu'il y a eu une puberté, le jeune. Ouais, Fait que c'est tu peux ça. pas. Tu peux pas dire que ah ouais, j'ai eu ces résultats-là avec tout le monde, puis je les Non. aurais avec n'importe qui. Non, 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 non. Faut Ouais. pas avoir la tête enflée. Mais tu sais, encore là, des résultats flamboyants. Je les ai eus parce que, un, le client était au bon moment dans sa vie pour ça. Mhm. Deux, c'est des principes de base. Là. Ah ouais. À 17 ans, tu n'as pas besoin de faire des choses ultra avancées. Il faut juste Mhm. que tu aies des calories adéquates pour le niveau d'activité physique que tu as, puis avec un surplus qui est correct. Mhm. Par surplus correct, je veux dire, c'est correct si tu manges un petit peu de chips, là, mais il ne faut pas que ton surplus vienne de la malbouffe et des cochonneries exclusivement. Puis, il ne faut pas non plus que ce soit 2000% de tes calories parce que tu es Mhm. comme un trou noir de nourriture quand on a tous été des adolescents qui faisaient le frigidaire de nos parents à un moment donné. Ouais. Ouais. Mais quelque chose de logique et de bien construit, Mhm. puis un entraînement qui a de l'allure. Il s'entraîne dans le sous-sol de son père, fait qu'il n'a pas accès à des machines fancy ou à des poulies avec tous les angles que tu peux imaginer. Mais juste un petit peu d'imagination avec des barres, un banc, puis une cage à squat, puis ça fait la job. Puis il ne fait pas de technique super avancée. Puis pourtant, là, il se démarque. Il va avoir des chances peut-être d'avoir le midget 3A si on se croise les doigts. Là, Mhm. tu sais. Ah, c'est ça. Il travaille Avec la... dur, il est dévoué. Ah ouais. Tu peux pas. Faut que tu apprennes à marcher avant de courir. Là. Fait que, C'est vrai autant pour les coachs que pour les clients. Puis ah c'est ouais. ça qui. Nous autres, on doit donner ça comme message à nos clients. Puis on doit avoir ça comme message dans notre tête en tant que coach aussi, parce que Mhm. connaître les secrets d'entraînement de quelqu'un. C'est surtout quelqu'un qui va vendre sa méthode. Là, Mhm. mettons Charles, Mhm. qui enseignait les choses importantes, mais il l'enseignait à des gens qui avaient maîtrisé cette base-là. Mhm. C'est pour ça que ces cours de base, c'est vraiment les plus importants à prendre. Les Mhm. cours avancés, si tu n'entraînes pas l'élite de la LNH comme Ben Prentice ou les Gators de la Floride comme Preston Green, Mhm. peut-être pas nécessairement quelque chose qui va te servir tous les jours. Non, C'est bien à avoir, mais c'est pas nécessaire à avoir. c'est ça. Ben, moi, la première affaire, c'est que toutes les techniques là, avancées, cluster set, tout ça, les méthodes d'entraînement comme très avancées, j'utilise pas ça avec une grande partie de ma clientèle. J'essaie de construire la base. Tu as tout le temps l'analogie des pyramides. Plus ta base est grande, puis tu prends le temps de la construire, là, plus ton sommet va être haut. Puis Ouais. plus tu vas, t'accélères le processus, puis tu essaies d'aller trop rapidement, ben, ta base ne sera pas si grande, ne sera pas si large, ne sera pas si longue non plus, mais ton sommet, tu as moins de chances de le monter en hauteur. C'est un peu ça qu'il faut garder. Peut-être que tu vas être capable, mais à un moment donné, ça va débouler. Là. Ça va tomber, mais c'est un peu le même affaire avec l'entraînement. C'est pourquoi tu ferais, ça c'est sans bâcher la keto ou quoi que ce soit, pourquoi tu ferais la keto si tu n'es même pas capable de manger plus de légumes? Pourquoi tu vas faire, c'est ça, puis pourquoi tu ferais un squat en 8-0x0 quand tu n'es même pas capable de faire 3 séries de 10 en split squat ou en step-up, tu sais? C'est Exact. commencer avec la base, puis après ça, tu vas avoir en masse le temps de l'intégrer dans ta carrière d'entraînement ou bien dans ton alimentation des prochaines années. Mais Ouais. c'est pas vendeur. C'est ça qui est, comme on parlait tantôt,
c'est pas sexy, c'est pas vendeur de parler de ça, mais ça reste que Christy, c'est ça. C'est ce que je te dis. C'est comme dans les boys, c'est que le MARKR, que ting ting, le marketing. Ouais, c'est ça, exactement. On pourrait prendre ça. Mais je vais te lancer une perle que j'ai eue de Pierre Roy d'une discussion que j'ai eue avec lui dernièrement. Lui, il est d'accord avec tout ce qu'on vient de dire. Sauf qu'il dit qu'après ça, il doit avoir quand même une spécialisation qui est relativement précoce si on veut performer dans un sport donné. Ouais. Il n'est pas contre un jeune qui fait d'autres choses que l'haltéro, parce que lui, c'est un coach d'haltéro. Mm-hmm. Il n'est pas contre un jeune qui fait quelque chose d'autre que l'haltéro dans sa vie au départ, mais à partir d'un certain âge, puis quand même assez jeune, de l'haltéro, ça devrait être son pain et son beurre. Mm. Il y avait des bons points pour ça, parce que, comme je dis, la chose la plus que j'ai appris de lui qui m'a le plus impressionné, c'est à quel point il a décortiqué les différentes méthodes de périodisation des différents coachs, entre autres les coachs russes puis tout ça. Là. Puis il a vraiment mis ça, en parlant, je dis les coachs russes, mettons bloc de l'Est, là, parce qu'il y a, il y a les Hongrois, il y a les Polonais, il y a tout ça. Là. Mm-hmm. Mais c'est très impressionnant. Fait que, encore là, oui, il faut se spécialiser pour les jeunes sportifs ou les sportifs tout court, mais autant pour monsieur et madame tout le monde, il faut que ces bases-là soient mises en place et être capable de bouger. Tu sais. Ah oui, c'est ça. Exact. Des fois, ça peut être pertinent de mettre un ou deux mouvements de mobilité en fin de séance pour faire un petit circuit pour finir de. C'est comme un metabolic finisher. Mm-hmm. Pour monsieur et madame tout le monde, quand tu vois qu'ils marchent et qu'ils ont l'air de Robocop, mais qu'ils n'ont pas de pièces mécaniques sur eux autres. Là. Ouais. Fait que, ça fait pas de mal, mettons. Ah non, c'est ça. Puis c'est tout le temps d'écouter la personne. Je donnais l'exemple d'apprendre à faire un split squat avant de faire un squat en excentrique là, mettons, mais quelqu'un qui veut vraiment faire du squat et qui veut commencer à quelque part, ben OK, on va commencer au début. On va mettre la barre puis on va y aller étape par étape. On va descendre tranquillement, pas aller full squat pour commencer, mais on va trouver tes repères puis on va donner des cues, donner des trucs pour que graduellement tu améliores ta méthode parce qu'elle, elle veut vraiment le faire, par exemple, puis il va avoir des bienfaits sur sa mobilité, sur sa force des jambes. Et c'est tout le temps de... Et moi, j'ai deux outils avec ça que j'utilise souvent. La première, c'est un bon processus d'évaluation. Ouais. Faire comprendre à la personne où est-ce qu'elle est rendue, Mm-hmm. d'abord. Puis l'autre outil, ça va sonner bizarre, mais laisser la personne échouer. Ouais. Tu sais, dire, regarde, voici ton squat, voici un entraînement de base qui a de l'allure. Qu'est-ce que tu es capable d'en faire? Filme-toi, puis envoie-moi ça. Ou si je suis avec toi, voici qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses. Tu modifies, tu donnes un cue. Puis là, la personne, elle voit qu'elle ne progresse pas, puis là, parce que tu lui expliques, tu gardes. Tu manques de mobilité au niveau des hanches, tu n'as pas un bon équilibre, quad, ischio, jambier. Tu as certains débalancements au niveau des muscles, du thorax, tout ça. Fait qu'il faut passer par ces étapes-là pour que tu sois capable de squatter adéquatement. Mm-hmm. On va s'y rendre, mais il faut que tu le mérites. C'est pas tout le monde qui a passé une vie assis qui devrait tout de suite commencer par ce genre de choses-là. Ouais. C'est là que je pense que, puis ça, il va être heureux de m'entendre le dire, là, mais qu'il y a des trucs que Christian Thibodeau aime beaucoup, comme le Zurcher Squat, le Frankenstein Squat, ça peut apporter beaucoup à monsieur et madame tout le monde. Être capable de bien serrer le gainage abdominal pour former un corps très tendu, très stable. Ça va être, parce qu'en termes biomécaniques, le tronc, c'est un piston hydraulique. Là. Fait que c'est comme un vérin. Il ne faut pas que ça y ait de fuite là-dedans. Sinon, là, on va arriver à des problèmes mécaniques. On revient à toutes les affaires de Stuart McGill, on revient à toutes les affaires de mobilité des divers coachs comme Kelly Starrett, tout ça. Puis justement, des principes comme Christian de Zurcher Squat et tout ça. Fait que, ça peut être très utile, mais le client, quand il va échouer, tu lui dis, écoute, regarde, au lieu de faire cette variation-là, fais donc celle-là. Puis là, d'un coup, le client, hey, ça va bien. Ouais, ben oui, toi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un bon point. C'est un génie. Ouais, c'est ça. Écoute, Pat, non, mais puis si on revient, on a dérogé un peu, mais c'était vraiment intéressant. Là, puis si on revient avec les stock-in, tout ça, là, pour terminer là-dessus, c'est quoi
qu'est-ce que tu penses qui va changer dans le futur en lien avec tout ça? C'est quoi les pistes pas de réflexion, là, mais vers où tu penses que ça s'en va avec la science, puis le lien avec les cytokines, la santé, et tout ça? C'est difficile à répondre parce que, comme je te dis, c'est tissu spécifique. Ouais. C'est spécifique à la manière dont ça va être émis, au Mhm. moment où ça va être émis. Il y a certainement des médicaments dans le futur ou des technologies qui vont être capables d'imiter une portion de ce que les cytokines sont capables de faire ou de leur mécanisme d'action. Je ne parle pas juste de leur biochimie, là, mais du mécanisme au complet qu'ils vont être capables de faire. Ce que j'espère, c'est qu'on va comprendre comment on est capable de cibler certains myokines, certains cytokines un peu plus, puis de voir comment est-ce qu'on peut appuyer ça avec la nutrition puis l'entraînement. Mais présentement, ça a vraiment l'air de bouge dans les limites de ta récupération, mange bien dans les limites de ton microbiote et de ta génétique, parce que ça c'est les deux plus gros facteurs qui vont modifier qu'est-ce que tu peux manger, qu'est-ce que tu devrais manger. Puis le reste, c'est à peu près ça. Mais tu fais pas ça, c'est comme si tu essayais de faire du bicycle de course quand tu tombes en bas de ton tricycle. C'est vraiment ça. Fait que c'est vraiment important de faire ça. J'espère qu'on va être capable d'avoir une meilleure compréhension de ces mécanismes-là, puis que un jour, on va arriver à des technologies plus pointues, parce que c'est des choses qui sont extrêmement puissantes. En fait, on pense qu'un bon 30 à 40 de l'hypertrophie, ça vient juste des myokines et non de testostérone qui va activer les récepteurs musculaires et compagnie. C'est quand même assez énorme pour me... Tu sais, on parle de monsieur, madame, tout le monde, c'est quoi un des gros problèmes? La cachexie. Ou la cachexie de l'âge, ou la cachexie liée à des maladies comme le cancer. C'est quoi la cachexie? La cachexie, c'est la perte de masse musculaire. OK. Ouais. On a vu là, présentement un bodybuilder très connu qui était Monsieur Olympia 2018, Sean Roden. Sean Roden, ouais. Est mort à 18 ans, à 48? 46 ans. 46? 46, à cause que, bon, ça s'entend qu'il ne devait pas être très naturel, le monsieur, puis il y a eu beaucoup de discussions sur Internet du fait qu'une masse musculaire aussi exagérée que la sienne devait mettre un stress cardiaque énorme. Le problème, c'est que c'est vrai, mais une masse musculaire au-dessus de la normale pour monsieur, madame, tout le monde, puis même pour l'athlète, ça va énormément aider à résister à toutes les maladies qu'il va avoir, à toutes les blessures que tu vas avoir, à toutes les choses. Fait c'est comme un spectre. Tu as le passé, puis tu as le trop, mais avant de tomber dans le trop, je te dirais que tu vas tomber dans des abus pharmaceutiques qui sont déjà par eux-mêmes assez dangereux. Un bodybuilder naturel, là, qui est naturel à vie, n'a probablement pas ce souci-là d'avoir une masse musculaire qui est trop élevée pour sa capacité cardiovasculaire ou pour son métabolisme. Ouais, c'est ça. C'est parce que quand tu viens à perdre la masse musculaire avec un âge avancé, ben, tu as intérêt beaucoup à en gagner dans les limites de façon naturelle, dans les limites de ton corps à toi, pour justement, quand tu commences à dégrader la masse musculaire, qui est comme un phénomène, veux pas, qui est juste normal, ben, qu'à la place de dégrader ta masse musculaire à, disons, 90 livres de lean mass, ben, tu commences à 100 livres. Fait comme ça, tu retardes un peu tes problèmes ou bien tu évites de n'avoir. Fait que c'est pour ça que, c'est ça, les problèmes de santé des bodybuilders pro qui abusent des substances puis qui exagèrent au niveau, ils mangent 4-5 000 calories par jour puis qu'ils overfeed tout le temps. Ça s'entend que la masse musculaire, c'est juste un des problèmes des bodybuilders. C'est ça, exact. Mais quelqu'un qui veut juste prendre la masse musculaire en étant naturel tout au long de sa vie puis qui travaille sa mobilité au travers de tout ça, il ne devrait pas se soucier de ça. Je suis d'accord aussi. C'est très peu probable que ce soit problématique même à très long terme. Par contre, ça va entretenir aussi la masse musculaire dans un âge avancé parce qu'il faut se dire que les études ont démontré que oui, tu en perds, mais tu en perds beaucoup plus lentement quand tu t'entraînes. Fait que tu ne fais pas juste en gagner quand tu es jeune et en santé. Tu vas retarder le fait que tu en perds et tu vas en perdre moins vite. Fait que tu peux être aussi en forme à 60 ans que quand tu l'étais à 30 ans, mais tu vas payer pour ça en t'entraînant. Ouais.
À 30 ans, ça vient du fait que tu es jeune, puis qu'est-ce que tu veux? Il faut Ouais. bien y ait des avantages à être jeune. Ouais. Mais quand tu es à 60 ans, tu peux être aussi en forme qu'à 30 ans, sauf que là, il faut que tu y mettes du tien avec l'entraînement à la nutrition, Ouais. ton temps. Exact. C'est ça. J'ai des clients de 60 ans qui sont plus en shape des clients que des clients de 30 ans. Exact. L'âge, c'est juste un chiffre, là. Quand c'est bien pris en charge, absolument. Ouais, c'est ça. Hey Pat, c'était vraiment cool de t'avoir sur le podcast. Je pense qu'on a parlé de plein d'affaires. On voulait parler vraiment des Stokin, Myokin au début. On a parlé, mais ça nous a amené sur un sujet qui était vraiment intéressant avec l'activité physique, puis repenser un peu tout le système de santé aussi qu'on a brainstormé sur ça, là. Pat, où est-ce que les gens peuvent te suivre là, pour lire de tes posts? Tu es actif sur Facebook? Sur mon profil personnel, ils peuvent Ouais. me suivre s'ils veulent, Patrick Gagnon. Mm-hmm. Sinon, sur physique athlétique, physique et athlétique avec un K, Ouais. on va recommencer à poster bientôt. Luce et moi, qui est ma copropriétaire, mon associé, ma partenaire. Parfait. Puis sinon, pour Instagram, la même chose. OK. Physique athlétique. Excellent. Puis après ça, j'invite les gens qui veulent en connaître un petit peu plus sur les Stokin, les Myokin, là, la formation à la carte avec AAT que tu donnes, qui est disponible sur le site de AAT. Là. Fait que je vais la faire prochainement. Surtout que je vais trouver un peu de temps, mais c'est sûr et certain que ça peut intéresser bien les gens qui veulent peut-être pousser un petit peu plus là, les concepts qu'on a parlé ensemble aujourd'hui. Oui, tu penses qu'on a fait beaucoup de détours, mais en fait, derrière chaque chose qu'on a parlé, il y a l'ombre des myokines qui se profile parce que chacun de ces bénéfices-là est médié par ces molécules messagères-là. Mm-hmm. C'est vraiment spécifique à tout ce modèle-là. Ouais, c'est un modèle qui est aussi en train de s'étayer. Tu sais, je veux dire, la recherche sur les myokines comme telles, il n'y en a pas en tant que myokines, mais sur chaque molécule individuelle, il y en a. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent retarder le diabète, le cancer, la dépression, le Parkinson, l'Alzheimer. On parlait du BDNF, là, les 3 derniers que j'ai nommés. BDNF circulant, même s'il n'affecte pas le cerveau, il semble y avoir un effet cognitif de l'exercice sur l'Alzheimer, la dépression et le Parkinson. Ouais, c'est fou. Fait que, tu sais, tout ça, c'est tout dû à des myokines, puis on ne comprend pas encore comment ça affecte le métabolisme, entre autres, avec les dépôts de plaques amyloïdes, puis tout ça dans le cerveau. Là, on est là, oh shit! Fait qu'on est au balbutiement de ce genre de choses-là. Le cancer, ben écoute, avec l'interleukine 6 qui est un des médicaments principaux contre le cancer quand on fait de la chimiothérapie, tu te rends compte que tu en produis des masses et des masses avec l'exercice physique. Ça ne veut pas dire que l'exercice physique suffit à lui seul à te protéger, mais probablement qu'il devrait être considéré en bonne place dans ton arsenal, soit dans un protocole même supervisé médicalement, ou juste toi pour la prévention. Ça ne nuit absolument pas. Non, c'est ça. Une chose certaine, c'est que ça ne peut pas nuire. Au final, c'est ça. C'est ça qu'il faut retenir. Mais c'est justement avec les myokines, toutes les cytokines, on est en train de peut-être trouver des pistes des explications à tout ce qu'on entend sur les 50 bienfaits de l'activité physique, qu'on voit que ça aide à l'humeur, oui, mais des fois avec ça, c'est des pistes de dire on explique encore plus en profondeur pourquoi ça va avoir un bienfait au niveau justement du Parkinson, des problèmes neurodégénératifs et tout ça. Fait que c'est fou. C'est vraiment malade, ça. Monsieur et madame tout le monde, de comprendre ces liens-là, puis de savoir pourquoi tu fais ça, puis quels bénéfices spécifiques tu peux aller en retirer si tu fais telle affaire. Comme tu sais, les ostéokines, il y a des molécules qui sont produites par tes os à l'exercice qui aident à perdre du gras. Et au protégérine, entre autres. Ouais, t'es là, puis tu te dis, OK, il n'y a aucun lien, mais intéressant. Il y a des moments, comme je disais, les moments what the fuck pour les gens qui veulent faire des recherches plus approfondies. Je vais commencer par le cours à la carte que j'ai avant de pousser vos propres recherches, là, mais des choses comme on vient de nommer là, parce que tu as des liens absolument bizarres que tu n'arrives pas à expliquer tout de suite du premier coup, puis pourtant, tu notes que, OK, ouais, si on fait le lien avec tel gène, puis tel mécanisme, puis l'expression de tel processus
épigénétique, ben ouais, là, ça a de l'allure. Je pense que le bénéfice des myokines, d'un point de vue plus scientifique, plus rigoureux, ce que ça va faire, c'est que ça va lier tout le métabolisme ensemble parce qu'on va comprendre le dialogue du corps, le dialogue que chaque portion du corps a avec le reste. Mm. Tu sais, l'exercice, c'est un bel exemple parce que ton cerveau envoie un message aux muscles, mais comment le reste du corps sait qu'il vit dans l'exercice? On a trop vu le corps en vase clos, puis on pensait, on reproche beaucoup des fois à la médecine de dire ouais, toi, tu es un spécialiste du foie, tu sais rien que ce que le foie fait, mais tu ne sais pas pour le reste du corps. T'sais. Toi, tu es un spécialiste, je ne sais pas, un otorhinolaryngologiste. Tu sais, c'est quoi que ça fait les canaux dans la tête pour les oreilles puis la gorge, mais tu ne connais pas le reste. T'sais. Ben, les cytokines en général, puis les myokines en particulier, je pense que ça va apporter une compréhension nouvelle de toute cette phénoménologie-là qui se passe de quand il y a quelque chose à un endroit du corps, comment est-ce que le reste du corps le sait? Mm. Des fois, on dit ça quand on est grano un peu, là, à dire ouais, il n'y a rien qui. Il n'y a rien qui se produit pour rien, puis tout est dans tout. Puis, nous autres, on dit, il n'y a pas d'explication scientifique, mais là, c'est comme, oh, effectivement, il commence à avoir des explications scientifiques à des affaires un peu plus grano. Puis là, tu vois le lien entre une naturopathie un peu plus scientifique puis bien établie, comme ce que Mathieu fait avec AAT. Mathieu puis Mélodie, il ne faut pas l'oublier aussi, avec AAT, puis avec des trucs comme on vient de découvrir là. T'sais, ton gras lui-même veut se réguler en n'étant pas trop gras. Avec la méthode de adiponectine et tout ça, puis tu te rends compte que quand il arrive certains trucs, c'est vraiment des déraillements, c'est pas nécessairement des maladies, mais c'est des déraillements des systèmes normaux du corps. Puis tu te rends compte que c'est vrai que les habitudes de vie, à quel point c'est puissant. On parle des maladies du mode de vie. Là. Je pense que les myokines, ça va aussi apprendre aux gens, leur faire comprendre que chaque chose qu'ils font, chaque geste qu'ils posent a un impact sur leur corps beaucoup plus profond que ce qu'on pense. Et chaque chose qu'ils ne font pas, paradoxalement aussi, a un impact sur leur corps. Puis ça va passer à travers la connaissance de ces petites molécules-là qui vont aller vraiment dans le détail de beaucoup de phénomènes qu'on connaît, mais qu'on n'est pas encore tout à fait capable d'expliquer. Ah, ça va être intéressant à suivre dans les prochaines années, c'est certain. C'est un phénomène en pleine explosion, ça c'est sûr. Pat, on aurait parlé encore ensemble pendant au moins 1 heure. C'est comme je dis au monde, là, c'est comme on a parlé avec Matt dans le dernier podcast qu'on a fait, c'est comme carrément une bible d'informations. Toutes les fois qu'on te parle, c'est comme shit que ce gars-là connaît des affaires. Fait que, je suis content de t'avoir eu, Pat. C'est vraiment cool. Puis je suis certain qu'on va peut-être avoir l'occasion de rediscuter ensemble sur un deuxième épisode, là, mais parce que plus tu me parles, plus j'ai des sujets que je veux parler avec toi, mais on va se garder du jus éventuellement. Mais, ça me fait plaisir, regarde. S'il y a des questions des auditeurs aussi, ouais. là, envoyez-les à Alex, puis je vais faire une deuxième affaire. S'il y en a qui veulent que je parle plus de musculation, là, d'anatomie. Étonnamment, je n'ai pas parlé de ce que je connais le plus. L'anatomie, la biomécanique, thérapie manuelle aussi, tout ça. Fait, je suis assez calé là-dedans. Là, c'est très important aussi, ce genre de choses-là. Là. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, c'est un gros point que j'ai toujours apprécié de toi, Pat, c'est que tu es vraiment généreux de ton temps. Tu prends tout le temps le temps de répondre aux questions. Puis, t'as pas, tu gardes. Tu es tout le temps open sur discuter et tout ça. Fait que ça, c'est un bon côté que j'aime de toi. Là. Fait que... C'est un trait, je pense, que les bons coachs, ils sont passionnés par ce qu'ils font. J'ai plein d'exemples de Christian Thibodeau et de Charles Poliquin qui se sont arrêtés en plein milieu de quelque chose qu'ils faisaient pour parler à quelqu'un. Christian, on peut voir ses posts qui font 20 paragraphes de long où il répond à quelqu'un qu'il ne connaît pas juste parce qu'il est passionné sur un sujet. Puis il apporte de quoi, puis il dit hey, écoute, j'aurais payé 10$ pour avoir la réponse à une question, bref, de même. Puis je pourrais te compter un paquet d'exemples aussi, parce que j'ai vu Charles qui se promenait dans le gym, puis il était arrêté par quelqu'un qui l'avait reconnu, puis il posait une question. Puis à un moment donné, c'est moi qu'il fallait qu'il mette fin à ses affaires. On était en retard pour. Une fois, on était en retard pour un truc, puis Charles, il était là, puis il parlait à quelqu'un, puis ça faisait une demi-heure que le gars, il posait des questions random de même. Ah ouais? Juste un gars qu'il a rencontré comme ça, puis qui a appelé Charles. Là. Charles était tellement passionné à aider le gars
Hey, le gros, il faut qu'on y aille, il faut qu'on filme des affaires. Ouais. Les bons coachs, je pense, sont passionnés par ça. Ouais. Je ne sais pas si je fais partie de ceux-là, mais en tout cas, au moins, j'ai la passion de faire ce que je fais. Ah, c'est ça, c'est un gros point fort. Fait que je peux te confirmer que tu fais partie de ceux-là, Pat. Inquiète-toi pas pour ça. C'est cas pour ma part. Hey, merci d'avoir été là. C'était vraiment le fun, Pat. Un très grand plaisir, puis ça va être quand tu veux. Moi, j'ai beaucoup apprécié notre temps ensemble. Fait que, prochaine fois, tu connais mon numéro. C'est bon, on va prendre ça en note. Merci à toi. Yes, sir. Bye-bye. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, tu peux communiquer avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.